Oui, alors moi je voudrais, est-ce que vous pouvez développer la notion de la Mila liée avec le Corban et puis pourquoi c'est pas des Kohanim qui font les Mila? C'est une très bonne question. Pourquoi? Quel est le rapport entre la Mila et le Corban? C'est très simple, parce que comme la Mila, en vérité, c'est un acte qui met en danger la vie de l'enfant, en quelque sorte. Donc, en fin de compte, nous sommes en train de faire en sorte que nous l'emmenons avec la bénédiction, nous l'emmenons, nous le donnons à Dieu et nous le sauvons. C'est comme un Corban que nous offrons sur l'autel dans le Beth Amikdash. Et pourquoi le moine ne serait pas un Kohen? Alors, pour faciliter au peuple juif, imaginons qu'on a besoin d'un Cohen et nous nous trouvons en pleine guerre mondiale, n'importe quelle génération de l'époque du peuple juif, et nous devons un Cohen, alors personne n'aurait pu faire la Brit Mila. D'autres questions? Bon, moi j'ai une question. Bonjour. Sur la dernière, là. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Je n'entends pas bien. Allô, vous m'entendez? Très faiblement, si vous pouvez parler plus fort. C'est coupé maintenant? Oui, un peu mieux. Oui. La notion donc, de serviteur auquel il faut faire la Mila aujourd'hui. Excusez-moi, j'entends pas bien. Pas bien. Ça recoupe maintenant? Non? Attendez. Allô? Oui, parlez? Oui. Ça va? Oui, là c'est mieux. Oui. La notion donc, de serviteur auquel on doit faire la Mila, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de serviteurs pour pouvoir leur faire la Brit Mila, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on peut expliquer cette halakha d'un point de vue chassidique profond. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire uniquement que nous avons fait la Brit Mila lorsque nous étions nourrissons, mais aussi il faut faire la Brit Mila sur soi-même. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu et nous aussi, nous avons le prépuce de notre cœur à retirer. Ce prépuce de notre cœur, c'est toutes choses qui peuvent nous donner envie d'autre chose que ce que Dieu veut. Et justement, le Rambam nous dit qu'il faudra retirer le prépuce de notre cœur pour pouvoir s'attacher à Dieu complètement, afin qu'un maître de maison puisse s'attacher avec Dieu et à pouvoir accomplir toutes les mitzvot que Dieu lui demande de faire. Eh bien, il faudra non seulement faire la Brit Mila sur soi-même, sur ses enfants, mais aussi sur soi-même en tant que serviteur de Dieu. Oui, bon, merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui. J'ai une question à propos de la Lacha 9. Vous avez dit que c'est la mère de Moshe, c'est l'épouse de Moshe qui a fait l'épouse de Moshe, oui, excusez-moi. Oui. C'est Tzipora. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Moshe aurait-il été menacé par un serpent d'être avalé? Puisque Moshe aurait transgressé un commandement positif, d'accord? Mais celui qui risque le karet, c'est pas Moshe, c'est l'enfant qui est pas circoncis. Donc Moshe, en réalité, à part faire une faute qui est de transgresser un commandement, il risque pas ni le karet ni quoi que ce soit. C'est l'enfant qui risque quelque chose. Alors cette histoire, en vérité, c'est une histoire qui est très représentative. Mis à part le fait qu'elle s'est passée d'une façon concrète, puisque la Torah nous le raconte, mais aussi elle représente des choses. Pourquoi un serpent? C'est parce qu'en vérité, le problème de la Brit Mila, cette partie-là de la Brit Mila qui a poussé sur le membre de Adam Arishon, c'était dû au fait c'était à cause du serpent. Le serpent était de côté lorsqu'il voyait Adam Arishon et Chava s'unir. Et donc, il a voulu aussi s'unir avec Chava, donc il a fait fauter. Et donc, Adam Arishon a pu avoir a eu son membre qui a poussé une nouvelle peau, qui est le prépuce. Donc, c'est pour cela que là, lorsqu'on raconte l'histoire de Moshe Rabbeinu, et on raconte qu'il n'a pas fait la Brit Mila en son temps, alors un serpent est venu. Eh bien, ça rappelle le serpent qui était là pour l'histoire de Adam Arishon. Oui, mais le serpent de Adam Arishon, il concerne Adam et sa Mila. Alors là, c'est pas la Mila de Moshe, c'est la Mila de son fils. C'est quand même, je veux bien qu'il y ait une analogie et qu'on peut raconter ce midrash, mais
l'histoire n'est pas complètement décalcable sur ce qui s'est passé dans Bereshit. Dans Bereshit, c'était Adam, il a fait une faute, le serpent, etc. Tandis que là, le fils, c'est Moshe qui manque de faire la Mila à son fils. C'est pas la même problématique. Et encore une fois, si Moshe manque de faire la Mila à son fils, c'est son fils qui risque quelque chose, pas lui. C'est celui qui est incirconcis qui a un problème. Pas Moshe. Moshe a fait une faute, ferait une faute de ne pas observer un commandement positif, soit, mais celui qui risque le karet, c'est le fils. Ouais. Le Rambam, il écrit ici, chez l'onitla le Moshe Rabbeinu aleha, afilu sha'a achat. Moshe Rabbeinu n'a pas été laissé même une seule seconde pour l'accomplir. Donc, effectivement, ça peut concerner aussi son fils, mais nous parlons ici de la mitzvah du père qu'il y a envers son fils. Mais alors dans ce cas-là, si Moshe peut être le responsable du Mila qui n'a pas été faite sur son fils, tous ses fils spirituels qui pendant 40 ans dans le désert n'ont pas fait de Mila, on peut lui en vouloir à lui. Bon, on sait que le vent du Nord avait cessé, etc. Mais pendant 40 ans, les Milotes n'ont pas été faites dans le Baliba. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que la Torah se focalise sur l'aspect matériel des choses. Lorsque la Torah nous dit de faire la circoncision, c'est à son fils qu'elle nous dit. Donc effectivement, il y a des enfants spirituels, mais nous ne pouvons pas culpabiliser un chef spirituel parce que ces enfants spirituels n'ont pas fait de Brit Mila. Vous comprenez? Donc effectivement, sous un certain point, Moshe Rabbeinu, effectivement, il est responsable parce que c'est lui qui les dirige. Mais est-ce qu'on va dire que la punition complète va être appliquée parce qu'il n'a pas fait? Eh bien, je vais vous emmener un midrash. Le midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait le Korban Pessah, la première fois après être sorti de Mitzrayim, d'Égypte, eh bien, il a commencé à faire griller de la viande. Donc, les Juifs, ils se sont tous rapprochés de lui en lui disant « Ah, donne-nous un peu de viande, ça sent bon ». Alors, le Moshe Rabbeinu, il leur a dit « Je suis en train d'accomplir la mitzvah de Korban Pessah. Et le Korban Pessah pourrait être consommé uniquement lorsque vous vous circonciserez. » Donc, nous voyons clairement que Moshe Rabbeinu a fait de son maximum pour pouvoir avoir un peuple circoncis. Mais le peuple ne voulait pas, donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire plus que cela. Mais vous avez dit que c'est pas ses enfants, mais je sais plus dans quel paracha, on dit voici la descendance de Moshe et Aaron, et on cite pas la descendance de Moshe, mais la descendance de Aaron, etc. Donc les fils spirituels, enfin les fils, parce que Moshe est leur maître, donc sont aussi leurs fils au même titre que le fils biologique, que le père biologique est un père spirituel. Donc les fils de Aaron, bah c'est nous tous, c'est vous, c'est moi, c'est tous les enfants d'Israël, tous les nés d'Israël, et qui ont existé à l'époque du désert, et tous ceux qui existent aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je le comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, là-bas, lorsqu'on dit Moshe et Aaron, et on ramène que les enfants de Aaron, c'est parce que Moshe Rabbeinu leur a enseigné la Torah. Alors, vous allez me dire, Moshe Rabbeinu nous a tous enseigné la Torah. Exactement. Moshe Rabbeinu, notre maître. Moshe Rabbeinu nous a tous enseigné la Torah. Donc, effectivement, il faut le respecter comme un père qui nous a enseigné la Torah. Effectivement. Parce que c'est notre Rav. Et un Rav, ça se respecte. Mais est-ce qu'un Rav a une mitzvah de circoncire son élève? Ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué qu'un Rav doit circoncire son élève. Dans les autres à la fois, vous avez dit qu'en l'absence du père, c'est le président du effectivement. Le Shulchan Aruch nous dit que lorsque le père n'est pas présent, alors il faudra voir s'il y a quelqu'un, jusqu'à même voir le Beddin. Donc nous voyons ici que c'est pas Moshe Rabbeinu qui est culpabilisé, c'est le Beddin, c'est d'autres personnes. Et après, s'il n'y a pas de Beddin, eh bien, ça sera à chacun du peuple juif de circoncire cette personne. Donc nous voyons ici que c'est pas vraiment focalisé sur uniquement le chef, c'est seulement focalisé sur celui qui a la possibilité de le faire. Et Moshe Rabbeinu, nous voyons que lorsqu'il a eu la possibilité de le faire, il l'a fait avec l'histoire du Korban Pessah. Et par la suite, eh ben, il a essayé de le faire, ça c'est sûr. Et le peuple juif n'était pas prêt. Donc finalement, dans le désert, ils n'ont fait qu'un seul Korban Pessah sur les 40 ans, et ils n'ont pas fait de Effectivement. Et sur cela, c'est marqué dans le Midrash que c'est ça la honte du peuple juif, c'est parce qu'il n'y en avait qu'un seul, et il y en avait un deuxième, c'est juste à la fin de l'histoire des 40 ans, où là, nous parlons d'un autre Korban Pessah, et sur cela, on réprimande le peuple juif.
D'accord. Si je peux, est-ce que je peux encore poser 2 autres questions ou bien Bien sûr, allez-y. Si on peut, oui, Alors, allez-y. quel est bon, clairement, la Brit, comme son nom l'indique, c'est une alliance. Ça fait rentrer l'enfant dans l'alliance d'Israël. D'accord? Bon. Alors, comment on peut comprendre dans ce cas-là, quand on parle de Adam qui est né avec il n'y avait pas encore Israël. Israël va arriver avec Abraham. De Adam à Abraham, il se passe 20 générations. Dans ces 20 générations, il n'y a pas cette notion d'Israël encore. Donc, pourquoi nous ramener à Midrash qui nous parle de la Brit d'Adam, premièrement. Deuxièmement, au-delà de l'alliance, j'avais lu dans différents endroits que la Brit, ça permettait de rendre parfait au niveau de son corps l'individu. Hein, c'est comme l'exemple qui est donné typiquement, c'est les épis de blé qui deviennent des pains quand on les cuit. Les épis de blé ne sont pas parfaits, le pain est parfait, d'accord? En fait, c'est le produit fini et l'autre, c'est le produit brut, d'accord? Mais dans ce cas-là, pourquoi pendant 20 générations, jusqu'à Abraham Avinu, personne n'a eu la bride si ça n'est Adam et Noach, d'accord? Et Enoch peut-être aussi. Ces 3 individus mais c'était pas une vraie bride, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu faire couler une goutte de sang pour que ce soit une vraie bride. C'était une bride physiologique, mais pas une bride spirituelle, d'accord? Donc, alors, ça veut dire... c'est une bonne question. Alors, il y a 2 questions. Est-ce que Adam était juif? Ça, c'était la première question. Et deuxièmement, c'est de dire pourquoi, si c'est ainsi, personne n'a fait la Brit Mila. Alors, Adam, est-ce qu'il était juif? Il n'y avait pas cette notion de juif ou pas juif, non, c'est Abraham. Oui. Mais Adam Arishon, lui, il était une personne qui incluait les neshamot des juifs, les âmes des juifs, et vis-à-vis de ces neshamot-là, effectivement, il a dû faire la Brit Mila, il a dû faire cette Brit Mila. Maintenant, si on dit cela, pourquoi... Il est né comme ça. Il est né comme ça, mais oui, excusez-moi, il est né comme ça, et après cela, il a eu le prépuce qui a poussé, et donc, du coup, l'homme est devenu imparfait. Dans le Tana Dever Rabbi Nathan, c'est un midrash, il y a toute une liste de personnes qui sont nées circoncis, et beaucoup d'entre eux sont des personnes qui sont les chefs, en quelque sorte, sur lesquels nous parlons sur eux dans la Torah, qui sont des chefs de génération, qui sont nés circoncis, parce qu'ils n'avaient pas cette mitzvah jusqu'à Avraham Avinu. Voilà. Mais quand vous dites qu'il est né parfait et qu'après le prépuce et donc il a fallu le recouper, mais il a fait une erreur avant, il a fait une faute grave qu'il a valu d'être expulsé du Gan Eden quelques heures après être venu à l'existence et bien avant que le prépuce lui repousse après toutes ces années. Donc il était plus parfait depuis pas mal de temps déjà, j'imagine, suite à la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, et une autre question aussi, qu'en est-il de la femme? Parce que la femme, dans ce cas-là, elle n'a pas d'alliance. La Gemara nous explique dans Masechet Shabbat. La Gemara nous explique dans Masechet Shabbat que que les femmes sont comme des personnes qui ont déjà eu la circoncision. Et c'est pour cette raison-là que dans le Birkat Hamazon, les femmes peuvent faire Ve'al Besarcha Shechatam Tabifsarenu, que elles bénissent Dieu par le fait qu'elles ont eu l'alliance, qu'elles ont eu la circoncision. Pourquoi? Parce qu'on les considère par leur mari qu'elles ont eu leur alliance. Mais on ne considère pas que, comme la Brit Mila rend parfait le corps de l'individu, et comme elles n'ont pas besoin de faire l'équivalent de la Brit Mila, donc elles ont une notion de perfection que nous n'avons pas. Alors, je dis pas ça pour plaire aux dames qui nous écoutent, hein. J'ai envie de vous répondre comme ça. Les femmes font partie intégrante de leur mari. Lorsque le mari est complet, eux le sont aussi. Oui, mais avant qu'elle soit mariée? Ça ne change pas. La neshama d'une personne, lorsqu'elle vient dans le monde, elle est destinée à être mariée avec une dame. Et cette dame-là sera complète parce que automatiquement, elles vont être mariées, ces 2 personnes-là. OK. On passe à quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut poser une question? Oui, s'il vous plaît. C'est Bathsheba. Quel était le péché d'Abraham Avinu qu'il a dû avoir une deuxième Brit Mila?
Pardon? Quels avaient été les péchés d'Abraham Avinu qui a causé qu'il ait une deuxième Brit Mila? Alors, Avraham Avinu, lui, il n'a pas eu de Brit Mila à 8 jours. Cette notion commence à partir de Yitzhak. Il n'a pas fait de Brit Mila du tout et il n'a pas fauté pour la faire. C'est simplement, l'histoire de la Torah nous raconte que Dieu a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila en tant qu'alliance entre lui et Dieu, tout simplement. Mais il avait déjà eu la Brit Mila. Il n'avait pas besoin de Brit Mila. Et comment il a fait ça? Non, il n'avait pas de Brit Mila, il n'avait pas fait de Brit Mila jusqu'à l'âge de 99 ans. D'accord. Ok. C'est justement cela que ça s'est considéré comme une alliance, puisqu'il n'avait pas fait. Donc ça, c'était l'alliance, et ainsi le font tous ses enfants. Oui. Ah, d'accord. Merci. Oui. Une question? S'il n'y a pas de question, alors on passe rapidement vers. Alors j'enlève le partage et je mets autre chose. Alors. Ok. Donc maintenant nous allons parler un peu plus pratique au niveau de la Brit Mila. Attendez, je vois des questions qui sont écrites par Yehudit. Alors, pourquoi une bracha différente pour un guerre alors qu'il s'agit de la même Brit Mila pour la même alliance? En fin de compte, un guerre, un converti, c'est une personne qui arrive dans le peuple juif un peu plus tard que 8 jours. Et la Torah nous demande de faire la circoncision non seulement à un enfant qui naît, un enfant juif, mais aussi à un guerre. Donc, en vérité, si on veut, on peut voir la Brit Mila comme une grande mitzvah, mais on peut voir aussi des petites branches. Quelle partie de cette grande mitzvah je suis en train d'accomplir? Eh bien, le guerre, c'est une branche à part. C'est pour cela qu'il faut faire une bracha différente. Merci pour la qualité de cette bracha. Très dommage que... Ah. Bon, ok, je pense que la dame est partie. Donc, à Yehudit Lori, vous lui transmettrez. Ok. Alors, on passe à un petit sujet pratique au niveau de la Brit Mila. Alors. Ok. Alors, tout d'abord, comment se fait la Brit Mila? La Brit Mila se fait, en général, par la majorité des Mohalim, avec un magen. Un magen, c'est ce que vous voyez là. Je vais vous l'entourer juste ici. Hop, un magen. Ce magen, eh bien, vous voyez juste ici une fente. Vous voyez une fente. Cette fente-là sert à, en vérité, lorsque le Moël attrape le prépuce de l'enfant, il le fait passer dans cette fente-là et par la suite, il coupe. À quoi sert cet ustensile? C'est justement de protéger l'enfant du couteau, en vérité. Parce que nous cherchons uniquement à couper le prépuce et à ne pas toucher le gland. Donc, c'est pour cela qu'il y a un magen. Le magen, comme son nom l'indique en hébreu, qui veut dire un protecteur, eh bien, ça protège le membre de l'enfant. Il y a aussi, donc, on fait un peu connaissance avec les ustensiles habituels des Mohalim, bien sûr le couteau. Alors, le couteau, c'est un couteau qui est spécial par le fait que la halakha demande que ce couteau doit être doté de 2 lames. Il y a une lame qui est d'un côté, de ce sens-là. Alors, je fais une grande flèche par ici, hop, et une deuxième lame par ici. Bien sûr que si nous avons qu'un couteau qui est lisse et qui est kasher pour la shrita, d'accord, ça veut dire vraiment très, très, très lisse, et il est doté que d'une seule lame, eh bien, ce couteau sera kasher. Alors, la question de ce cours était comment faire la Brit Mila sans couteau? Eh bien, la halakha nous dit qu'il ne devra pas être obligatoire d'utiliser un couteau pour faire la Brit Mila, mais toute chose coupante est possible d'être utilisée pour la Brit Mila. Donc, ça veut dire, imaginons que j'ai un morceau de verre, la halakha emmène ça, un morceau de verre très coupant, identique à un couteau,
eh bien, je pourrais l'utiliser pour une Brit Mila. Il y a une seule chose que la halakha dit qu'il ne faut pas utiliser, c'est le roseau. Vous savez, les roseaux, on peut les couper jusqu'à même qu'ils soient très coupants. Eh bien, cela sera interdit pour utiliser la Brit Mila. Pourquoi? Parce que les roseaux s'effritent. Et donc, comme ils s'effritent, cela pourrait emmener un danger à l'enfant. Alors, donc, ça, c'est les deux ustensiles principaux que nous avons dans la Brit Mila. Mais, avec les générations, il y a des personnes qui ont voulu faire de nouveaux ustensiles et qu'ils prétendent que ces ustensiles arrêtent le sang à eux-mêmes. Et donc, dans leur Brit Mila, en quelque sorte, il n'y a pas de sang. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des magènes habituels, mais lorsqu'ils vont couper et ôter le magène, eh bien, il n'y a plus de sang qui coule. C'est miraculeux, mais la halakha l'interdit. La halakha interdit formellement, et non seulement la halakha, il y a aussi le Misrad Habriyut, c'est-à-dire le cabinet de santé, le bureau de santé israélien et américain interdit d'utiliser ce genre de magène qui s'appelle le clamp. Alors, je vous le montre ici en l'encadrant. Ça s'appelle le clamp. Nous allons avoir plus de photos plus tard. Et le deuxième, c'est le clamp Gomco. Tous les deux sont dotés de, pas de manivelle, mais un fermoir, si on peut dire, un fermoir. Je vous le montre ici. Hop. Et hop. Voilà. Ça, ces fermoirs-là vont entraîner à ce que la peau se compresse totalement jusqu'à même que le sang ne passera plus. Alors, d'après la halakha, quel est le problème? La halakha demande de faire la Brit Mila sur une peau vivante et pas une peau morte. Une peau qui n'a pas de sang qui passe à l'intérieur est considérée comme étant morte. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire de bénédiction sur cette peau morte. Donc, nous n'avons pas le droit d'utiliser ces deux magènes. D'après le Misrad Habriyut, c'est-à-dire le bureau de santé israélien, quel est le problème? Alors, le problème principal est que ces magènes peuvent entraîner un émec, c'est-à-dire un arrêt de sang complet, ce qui va entraîner à ce que le membre pourrira, chas v'shalom. C'est un cas extrêmement dangereux, mis à part le fait que l'enfant souffre énormément, ce qu'on peut entendre dans les pleurs de l'enfant. Généralement, dans une Brit Mila, l'enfant pleure parce qu'effectivement, on le tripote, en quelque sorte. Pas obligatoirement parce qu'il a mal, c'est parce qu'on le tripote. Et avec ces magènes, on peut dire que l'enfant a très mal. Il n'a pas mal, il a très très mal. Et puisqu'il pleure très fort, alors cela pourrait entraîner, d'après le Misrad Habriyut israélien et américain, le FDA, on va voir très bientôt la feuille du FDA, cela pourrait entraîner à un problème cardiaque de l'enfant. Donc, c'est pour cela que lorsque vous êtes dans des Brit Milot, eh bien, regardez le plateau du Moël. S'il a un fermoir comme ceci, dites-lui, il est interdit d'utiliser cet outil, soit selon la halakha, soit selon la santé, selon les docteurs. Alors, donc, quel est le minimum? Quel est le minimum ici pour la fente de notre magène qui est cachère, qui a toujours été utilisée, comme nous allons le voir, des magènes qui sont très anciens, de près de 100 ans, on a trouvé, ou même plus. Qu'est-ce qu'il est différent? Pourquoi cette fente-là n'arrêterait pas la circulation de sang? C'est parce que dans cette fente-là, il y a au minimum 1 millimètre d'épaisseur, d'espace dans cette fente, ce qu'il va pouvoir laisser passer un peu de sang. Et c'est justement aussi la raison pourquoi il y a du sang dans une Brit Mila. Et ces Mohalim qui utilisent, on ne les appelle pas des Mohalim, mais on les appelle des personnes qui utilisent les clamps et les gomco, eux, ils préconisent que le sang est arrêté, c'est miraculeux, ils ont des Brit Mila miraculeuses où il n'y a pas de sang. Cela est totalement faux et cela est assourd. Donc, nous avons ici appris qu'il faut qu'il y ait au moins 1 millimètre dans la fente. Nous passons à la prochaine feuille. Hop. Ici, nous avons le Psak-Din de Chef Rabbinate of Israel qui comporte le Rav Ovadia Yosef,
le Rav Mazouz Meir, le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Meir Israël Meir Lo, le Rav Kanievski, le Rav Eliashiv, en toutes les têtes rabbiniques israéliennes et mondiales sont ici présents. Et la feuille nous dit que le clamp, ici je vous l'encadre, hop, le clamp, on parle du Magen que je vous ai montré, le clamp Borenstein, le Magen Imtzir, c'est le Magen que je vous ai montré qui est le Magen Gomko, et le Magen Tsar ici, c'est un Magen qui pourrait avoir l'air d'un Magen normal comme ce que je vous ai montré, mais que dans sa fente, il y a moins d'un millimètre. Moins d'un millimètre, ça veut dire 0, en vérité, en grande généralité, c'est moins d'un millimètre, c'est 0,8, 0,6. Eh bien, cela sera interdit d'utiliser parce que ça arrête la circulation du sang. Et la personne qui fera une bracha sur une telle Brit Mila sera en vérité en train de faire la Brit Mila sur une bénédiction en vain. Donc voilà la photo d'un Magen normal. Ici, nous voyons qu'il y a assez d'espace. Donc le Moël, lui, il va prendre le prépuce de l'enfant, va le passer ici, dans la fente, et il va couper par-dessus afin que le membre de l'enfant ne sera pas touché. Donc ici, il n'y a pas de crainte à avoir de peut-être que le Moël va couper entièrement le membre ou quoi que ce soit, puisque s'il utilise un magen, eh bien cela le protège de ces erreurs-là. Son problème essentiel sera d'arrêter le sang. Et cela est faisable et fait par n'importe quel Moël qui a les compétences, puisque c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on s'entraîne beaucoup là-dessus. Alors, voilà, encore des petites photos pour le Magen Clamp, comment il est ouvert. Donc, la personne en question qui va faire cette circoncision, il va entrer le prépuce de l'enfant, la peau à retirer par là, et il va refermer avec le fermoir ici, il va refermer le Magen, et vous voyez ici la fente, elle est invisible pratiquement, il n'y a que juste une fente, quand on ne sait même pas que c'est une fente. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, elle a arrêté le sang totalement de cette peau, et donc la peau est totalement morte. Alors, comment on fait ça ? Oui. Alors, hop. Très bien. Donc, voilà, ça c'est la deuxième sorte, le Magen Gomko. Comment il est avec l'illustration lorsque le membre de l'enfant est à l'intérieur, c'est-à-dire que la manivelle, le fermoir est totalement fermé, et donc ça donne l'image de droite, et aussi la peau sera totalement morte avec d'autres photos ici. Voilà, donc maintenant on va passer à d'autres photos qui nous montrent comment nous avons trouvé des sets, c'est-à-dire des trousses de Moël. Ça, c'est une trousse de Moël qui date depuis les années 30, 1930. Voilà, donc on peut voir ici un Magen qui est très large, pas comme ce qu'on voulait, comme ce que d'autres personnes veulent faire, de faire un Magen qui est très très fin afin d'arrêter la circulation du sang. Nous avons ici deux couteaux. Effectivement, nous voyons que les lames ne sont pas présentes dans les deux côtés a priori. Je vois que seulement sur un seul côté, il y a la lame, et peut-être que l'autre côté est aussi coupante. Ici, peut-être que c'est les deux côtés qui sont coupants. Et ici, c'est une petite boîte dans laquelle le Moël avait l'habitude de mettre une poudre qui arrêtait le sang, comme le dermatol, qui était utilisé il y a même presque 100 ans. Le dermatol, c'était quelque chose qui est très utilisé chez les Moalim. Ici, nous voyons d'autres ustensiles de la Brit Mila qui datent des années du XXe siècle. Nous voyons que c'est la même chose. Nous voyons aussi un Magen large qui n'est pas très serré
qui n'arrête pas la circulation du sang avec une petite boîte et le couteau. Voilà, donc ici nous avons encore d'autres. Ici nous avons un couteau qui était pliant, c'est intéressant. C'était un couteau qui se pliait comme un canif et que le moël avait l'habitude d'ouvrir. C'était un moël d'Europe, comme ça c'est marqué, et il faisait Brit Mila comme cela. Ici nous voyons clairement que le couteau n'est pas doté de 2 lames, il n'y a que seulement une seule lame par là. Et donc voilà, ça c'est le couteau de Mila qui a été utilisé il y a bien des années. Pourquoi faut-il ça, 2 lames? Ça, c'est un couteau. C'est un couteau des années du XVIIIe siècle, 1775 environ. Oui. Pourquoi faut-il 2 lames? Alors, l'halakha nous dit qu'il faut 2 lames en vérité, c'est un signe d'empressement. Que le moël n'ait pas retourné son couteau dans le cas où il a attrapé à l'envers. Pour que dès qu'il prend le couteau, directement, il est prêt à accomplir la mitzvah. C'est pour cela qu'il faut 2 lames. Et c'est pour cela que nous pouvons voir aussi d'autres ustensiles de Mila qui ont la même chose des 2 côtés. Ça peut être un mafrid, mais bon, je rentre pas dedans parce que j'ai pas emmené les photos ici, donc nous allons pas en parler. Donc ici nous avons le FDA, c'est-à-dire le cabinet de santé américain, qui parle de potential for injury from circoncision clamps. Que ici nous parlons du clamp. Je vous fais un zoom. Hop. Ok, donc là c'est une lettre qui est écrite pour interdire le gomco et le clamp. Ce sont les 2 essentiels, les 2 magaines essentiels que les docteurs pourraient utiliser et qui sont interdits par le cabinet de santé américain et israélien. Bien sûr, il y a aussi le Magen Tsar, c'est un Magen qui a l'air totalement normal et qui est en vérité très très fin dans la fente, qu'il y a moins d'1 millimètre. Ici, nous pouvons voir, j'ai ramené une petite photo, comment Ben Gurion est assis en tant que sandak avec un moël qui est en train de faire la Brit Mila. Et nous voyons que voilà, il veut pas regarder, il n'aime pas trop ça. Mais nous voyons que les grandes personnes, les grandes figures du peuple juif, durant toutes les années, durant toutes les histoires, ont toujours appliqué cette mitzvah. Comme on voit que tous les grands rabbanim, c'est normal, mais même des personnes qui ont été des figures politiques, eh bien aussi ont été sollicitées pour être sandak pour des Brit Milot. Voilà. Que devient le prépuce? Comment il faut traiter le prépuce? La partie qui est coupée, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, la halakha demande que le prépuce qui a été coupé, il faudra le retourner sur lui-même et l'enterrer. En l'enterrant, on dit Nachash me'afar lachmo. On rappelle justement le serpent en question et on dit le serpent de la poussière et son pain, c'est-à-dire sa nourriture et de la poussière, pour rappeler justement le serpent qui a voulu faire fauter, qui a fait fauter Adam Arishon. Donc c'est pour ça qu'on l'enterre immédiatement dans la terre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.